Je suis trop contente de vous retrouver pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée de vacances et c'est donc parti pour recommencer à filmer. Je suis vraiment de trop bonne humeur, ces vacances m'ont fait vraiment du bien. Déjà la Tanzanie c'est un pays incroyable, c'est vraiment magnifique. Ça fait partie du top 3 de mes destinations de voyage. Franchement c'était un voyage incroyable. Avec mon mari on en a pris plein les yeux et en plus ces vacances m'ont fait vraiment beaucoup de bien. J'ai réussi à me bien reposer, à me déconnecter totalement de mon quotidien et c'est donc avec plein de bonne énergie, de bonne humeur, de détermination, de joie de vivre que je reprends ces vlogs parce que mine de rien j'avais arrêté de filmer pendant 2 semaines. Alors je ne vous ai pas laissé sans vidéo de moi pendant 2 semaines vu que j'avais prévu le coup. Je vous avais filmé une vidéo book club avec Sophie, donc ma copine de book club que vous connaissez très bien sur cette chaîne et que vous pouvez retrouver également sur Instagram sous le pseudonyme Les Épilogues de So. Et je vous ai filmé pour la semaine dernière une vidéo un petit peu récapitulative de tous les livres que j'ai lus pendant mes vacances. Donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Vous les trouverez, vous le savez, dans les petits juste ici, je vous les mets à chaque fois. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes et on démarre ce vlog sur un petit peu de publicité sur mes vidéos passées. Sinon, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo un petit peu bilan lecture de mes vacances, j'avais commencé un roman que je n'ai pas terminé pendant ces 2 semaines en Tanzanie, parce que mine de rien j'avais de quoi faire niveau lecture, et donc je suis toujours en fait dans ce livre, et il s'agit du 7e. Oui, du 7e, c'est ça, du 7e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur disparue. Alors pour récapituler un petit peu de quoi parle cette saga des 7 sœurs, donc en fait on va suivre une famille un petit peu particulière parce que c'est une famille qui est composée de 6 filles qui ont toutes été adoptées par un mystérieux personnage qui n'est point dénué d'argent, qui habite en Suisse dans un énorme château qui s'appelle Passolt. Et en fait ce Passolt est passionné déjà par la mythologie grecque et notamment par la légende des 7 sœurs. Les 7 sœurs c'est également une constellation d'étoiles que l'on peut retrouver dans le ciel, et il va en fait adopter chacune de ses filles dans différents pays, sur différents continents, etc. Et il va les nommer d'après les prénoms des 7 sœurs. Dans le premier tome, on n'apprend que ce fameux Passolt est décédé, et chaque tome est dédié à une sœur qui va ensuite essayer de retracer ses origines. Donc en fait Passolt, donc le papa, a laissé à sa mort une sphère armilière dans le jardin avec des indications géographiques donc qui situe un point sur le globe où il a trouvé l'une de ses filles. Donc il y a 7 anneaux pour les 7 sœurs, et également il a laissé à chaque sœur une lettre et parfois un indice pour pouvoir retracer ses origines, retrouver un petit peu sa famille biologique. Et à chaque fois, dans chaque tome, on va suivre donc la sœur au présent qui va partir à la recherche de ses origines, et on va suivre en parallèle une histoire au passé qui est a toujours comme personnage principal une femme faisant partie de l'entourage des parents biologiques ou faisant partie de la famille biologique de la sœur. Donc c'est pas nécessairement tout de suite directement la maman que l'on va suivre, mais parfois la grand-mère, l'arrière-grand-mère, voire quelqu'un qui a évolué dans le cercle familial de la famille biologique du coup de la sœur en question. Sauf que Passolt est passionné donc par la mythologie, passionné par les 7 sœurs, et il avait donc comme ambition d'adopter 6 filles. La seule chose, c'est que la dernière sœur n'a jamais pu être trouvée, elle n'a jamais pu être adoptée, et depuis le premier tome, il y a toujours cette espèce de suspense qui plane au niveau de la dernière sœur. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été adoptée, ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été trouvée par Passolt? Et du coup, ce tome est censé résoudre ce mystère, nous donner toutes les réponses. À la fin du tome 6 que j'ai lu juste avant, on a l'avocat de la famille qui vient voir 2 sœurs dans le manoir d'Atlantis en Suisse, pour leur dire qu'il a trouvé des indices hyper fiables
et qu'il est sûr, quand même assez sûr et certain, d'avoir retrouvé la fameuse sœur disparue, et donc la famille d'Alpiez, donc les 6 sœurs, hein, depuis Maya jusqu'à Electra, vont décider de retrouver cette sœur, d'essayer de la connaître et d'essayer de donc déjà vérifier son identité pour savoir si c'est vraiment elle, et dans le but de lui proposer de venir à la cérémonie commémorative des 1 an du décès de Passolt pour réunir enfin les 7 sœurs pour faire plaisir à leur papa, lui qui a tellement désiré réunir cette famille constituée du coup de 7 sœurs. Donc au début de ce tome-ci, on apprend entre guillemets l'identité de la sœur potentielle, on est un peu mise sur sa trace, mais ce qui pourrait véritablement déterminer l'identité de cette sœur, c'est un bijou dont Passolt a fait le croquis, et si jamais le bijou qui est dont la sœur disparue est en possession se révèle être exactement le même que sur le croquis, ça veut dire que c'est exactement elle, la sœur disparue. Et donc, voilà, ils vont partir à la recherche de cette sœur. Et en parallèle, on va suivre une femme dans le passé. Alors, je suppose que c'est une femme en lien avec la famille biologique de la sœur disparue. Mais voilà, pour l'instant, on n'en a pas vraiment la certitude. Et donc on va être plongé dans la guerre irlandaise, donc la guerre entre les Irlandais et les Britanniques. Pardon, j'ai dû tousser. Je vous avoue que la transition entre les plus de 30 degrés des plages de Tanzanie et les 10 degrés ici au Luxembourg, la pluie, le vent, le froid, ça n'a pas trop réussi à ma petite gorge sensible, donc excusez-moi, j'ai dû tousser et ça va peut-être arriver plusieurs fois dans cette vidéo, je m'en excuse par avance. Donc je disais, au passé, on va suivre donc une Irlandaise qui fait partie de l'équivalent de l'IRA, mais pour les femmes. Je vais vous dire le nom peut-être, ce sera... Enfin, j'ai aucun talent en gaélique, hein, n'est-il pas, donc je risque de mal prononcer les choses, mais en fait, elle fait partie de The Cumann na Mban, qui est le Conseil des femmes irlandaises, qui est l'équivalent en fait de l'IRA, qui était donc cette opposition irlandaise face aux Britanniques. Voilà un peu pour le résumé. Alors, c'est un Lucinda Riley, donc c'est-à-dire que ça se lit bien, ça se lit vite, on est plongé dans l'histoire. Après, je vous avoue que je prends pas autant de plaisir à la lecture de ce tome que j'ai pris... Attendez, j'essaye de formuler une phrase française. Je ne prends pas autant de plaisir à la lecture de ce tome autant que j'en ai pris à la lecture des 4 premiers. Bref, vous m'avez compris, j'ai préféré lire les 4 premiers livres plutôt que celui-ci. Je prends un petit peu moins de plaisir qu'à la lecture des 4 premiers tomes. Déjà parce que, bon, c'est un schéma très répétitif, déjà de base, mais aussi parce que l'histoire au passé ne m'intéresse pas trop. Je vous avais parlé déjà de cette thématique quand je lisais De Cauchemars et de Feu de Nicolas Lebel, qui nous plonge également dans le conflit nord-irlandais avec l'IRA, les Britanniques, etc. En fait, c'est un moment de l'histoire contemporaine, ce qui ne m'intéresse pas trop, déjà de base. Je suis pas trop intéressée par cette histoire. J'avoue que même si j'ai pris beaucoup de plaisir à lire De Cauchemars et de Feu et qu'ensuite j'ai regardé une vidéo extrêmement intéressante de Nota Bene sur le sujet, j'ai pas envie de m'y plonger plus. Voilà, c'est une période historique qui ne m'a jamais vraiment intéressée. J'ai appris des choses dessus et j'en suis ravie parce que du coup ça fait partie de la culture générale et je suis toujours ravie d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais j'ai pas beaucoup d'intérêt pour cette période historique. J'ai pas beaucoup d'intérêt pour cette guerre, voilà, ça m'intéresse pas. Donc du coup, d'avoir dans la même année lu un livre sur le sujet, vu une vidéo sur le sujet et relire un livre qui aborde ce sujet, voilà, je suis pas trop enjouée, on va dire, par la thématique de l'histoire du passé. Cela dit, le personnage féminin, je le trouve quand même intéressant. Parce qu'en fait, on va suivre donc une Irlandaise qui fait partie donc de ce groupe féminin, l'équivalent de l'IRA, qui va travailler dans une grande maison et qui va servir des Anglais. Et donc, on va voir un petit peu la contradiction entre eux. Et donc, on va suivre un petit peu Je viens de tousser, j'ai les larmes aux yeux. Entre eux, en fait,
l'idéologie de cette fille et également ce qu'elle doit faire pour travailler, pour gagner de l'argent, etc. Et également, comment dire, elle va espionner un petit peu en fait dans la maison, elle va essayer de soutirer des informations à ses employeurs, etc. pour pouvoir renseigner les Irlandais des prochains coups des Anglais, etc. Donc elle a quand même, comment dire, elle trouve quand même de l'intérêt à aller travailler pour les Anglais parce que du coup elle peut aider sa cause, mais on voit voilà, qu'il y a un certain contraste entre ses sentiments profonds et ce qu'elle est obligée de faire pour vivre et également soutenir au mieux sa cause. Voilà, je trouve que c'est Nuala qu'elle s'appelle. Oui, Nuala. Je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Nuala. Je la trouve intéressante, j'aime bien sa relation avec la personne pour qui elle travaille dans la grande maison britannique. J'ai hâte de voir l'évolution de leur relation. J'ai hâte également, c'est un petit peu pervers de ma part, mais très souvent, enfin même non pas très souvent, dans les 6 premiers tomes, toutes les histoires au passé sont dramatiques. Il y a toujours un drame, il y a toujours du malheur. Les filles ne sont jamais heureuses. Clairement, le bonheur pour les femmes du passé des histoires de Lucinda Riley, vous pouvez faire une croix dessus. Mais une énorme, énorme, énorme croix dessus. Et donc, je suppose que ce livre ne déroge pas à la règle et que donc, il va y avoir du drama dans la vie de Nuala. Et j'ai hâte en fait d'être dans ce drama, j'ai hâte de voir. J'ai quelques petites idées en tête, plusieurs possibilités en fait, voilà, que peuvent prendre le désastre que va devenir sa vie et le drame qui va lui arriver. Mais j'ai hâte de voir en fait, je suis quand même intriguée. Je prends beaucoup plus de plaisir à lire l'histoire du passé de ce tome que je n'en avais pris pour le tome 6 et le tome 5, donc ça c'est cool. En revanche, la partie au présent, c'est pas trop ça. Je trouve ça un peu chelou. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'avocat de Passolt arrive pour voir les filles d'Apliez, pour leur dire, voilà, votre père a fait un croquis d'une bague et si la personne, donc la fameuse sœur disparue, pour vérifier son identité, il faudrait qu'elle soit en possession de cette bague. Ils vont voir une nana en Nouvelle-Zélande qui lui dit « Ah, il me semble que oui, c'est ma bague, c'est ma mère qui me l'a offerte pour mes 21 ans, patati de patata. » Sauf que le bijou, vu comment il est décrit dans le livre, ça m'étonnerait qu'il y en ait 50 000 comme ça, tu vois. C'est pas une bague que tu peux aller acheter chez Cartier, chez Chaumet, chez Bûcheron ou des trucs comme ça. Ça a l'air quand même d'être une bague qui a été faite sur mesure parce que c'est une bague assez particulière. Et donc du coup, que les sœurs d'Apliez aillent voir cette soi-disant sœur disparue, lui demande confirmation du bijou, et qu'ensuite quand elle dit qu'elle pense qu'elle reconnaît le bijou, mais qu'elle ne l'a pas en sa possession, que c'est sa maman qui l'a, et sa maman est partie faire le tour du monde, et qu'ensuite les sœurs décident de poursuivre la maman à travers le monde pour véritablement voir cette bague, pour avoir la confirmation à 100 000% que cette sœur soit bien la sœur disparue, je trouve ça un petit peu gros. Je me dis, vu, voilà, comme je l'ai dit, la description de la bague qui a l'air quand même d'être assez particulière, si la nana, elle la reconnaît, c'est qu'il y a une grande chance que ce soit effectivement elle. Donc pourquoi courir à travers le globe pour voir effectivement le bijou et un petit peu harceler la maman pour qu'elle le montre? Bon, la réponse, c'est pour écrire une histoire de plus de 900 pages, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça a un côté un petit peu lourdeau. Et pour en ajouter en fait une couche également, en fait, donc la fameuse maman a décidé de partir faire un tour du monde. Et comme elle est au courant que les sœurs d'Apliez sont à sa poursuite, elle décide un petit peu de fuir. On ne sait pas trop pourquoi, ça reste assez nébuleux, pourquoi elle ne veut pas rencontrer les sœurs d'Apliez. On sent qu'elle a un lourd secret dans son passé, mais on ne sait pas encore quoi, ça peut aller dans tous les sens. Donc du coup, moi je reste assez ouverte, j'ai quelques petites suppositions, mais voilà, ça reste encore assez nébuleux et c'est assez compliqué de comprendre en fait les tenants et aboutissants de ce passé mystérieux de la fameuse maman. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la maman qui a la bague, et qui fouille là à travers le monde, c'est la mère adoptive de celle qui est soi-disant la sœur disparue. Voilà, j'espère que vous arrivez à situer, parce qu'on sait que la nana qu'ils ont été voir, qui est potentiellement leur sœur disparue, on sait qu'elle a été adoptée. Donc voilà, en plus l'âge correspond, etc. Enfin bref. Et donc, oui, donc la maman fait un tour du monde, et elle essaye un peu de fuir les sœurs d'Apliez, sauf que
Voilà, livre de Lucinda Riley, toutes les planètes sont alignées, etc. Elle fuit, elle va à Toronto, au Canada. Sauf qui habite près de Toronto, au Canada? Electra, qui est la 6e sœur, qui peut donc faire le chemin pour aller l'interroger. Sauf que la maman, du coup, décide de fuir, et elle fuit où? À Londres. À Londres, où habite Star, bien évidemment. Elle habite pas à Londres même, mais elle habite à 1 heure en train de Londres. Donc, bien évidemment, voilà. Et où est-ce qu'elle habitait, cette maman, avant de fuir? En Nouvelle-Zélande, tout près de l'Australie, là où habitait Sissi. Et voilà! Et donc voilà, il y a cette espèce un petit peu de traque autour de la mère adoptive, hein, de la prétendue sœur disparue. Et en fait, cette traque, elle est toujours un petit peu... voilà, il y a des ficelles quand même narratives qui sont bien tissées pour rendre fluide et facile l'histoire. Et c'est un petit peu, un petit peu lourd, je trouve. D'autant plus que, comme je l'ai dit, la maman, elle essaye de fuir, elle a un secret. On ne sait pas trop quel est ce secret, ce qui est normal. Il faut faire tenir le lecteur jusqu'à la fin du bouquin. Mais je sais pas, je suis pas trop convaincue par la mentalité de la mère adoptive là. Je la trouve assez gamine, je la trouve assez particulière. Et le fait que les sœurs d'Apliez, alors je suis contente de les retrouver, donc on démarre notre périple avec Sissi, puis on retrouve Electra, puis on retrouve Star, etc. Je suppose qu'on va continuer avec Ali, Maya et Tiggy. Ali, Maya, comment dire, on est déjà avec elle pas mal de fois dans le début du roman, mais bref, j'espère qu'on va y revenir, etc. On va revoir à chaque fois les 6 premières sœurs. Donc ça, c'est cool, ça a un côté très chouette de retrouver les personnages des différents tomes, etc. Mais toute cette quête, j'espère que ça va pas trop être tiré en longueur, parce que déjà là, j'y crois pas trop. Mais en plus, si ça continue encore et encore, qu'elle fuit du coup en Écosse, là, comme par hasard, où habite Tiggy, je trouverais ça un petit peu lourd, donc j'espère que cette histoire de bague et de traque de la mère adoptive va être rapidement résolue une fois que je serai de retour dans la partie au présent. Et j'espère prendre du plaisir également à cette lecture et à croire un petit peu plus aux événements qui se déroulent dans ce tome. J'ai hâte quand même de savoir si la fameuse fille qu'ils ont été voir en Nouvelle-Zélande est bien la sœur disparue. Pourquoi est-ce que Passolt n'a pas réussi à l'adopter? Donc il y a quand même cette volonté de savoir, mais voilà, j'espère vraiment que le chemin pour y arriver sera pas trop semé d'embûches, parce que autant je trouve qu'un livre de Lucinda Riley à lire en vacances quand on n'a rien à faire, c'est cool, même si on prend pas énormément de plaisir. Voilà, c'est un livre qui se lit vite, c'est agréable, voilà, on est plongé dedans, les pages défilent facilement, donc voilà, c'est cool. Autant un pavé comme ça, quand on travaille et qu'on peut lire qu'une 50aine de pages par jour, c'est un petit peu frustrant. Ça rajoute bien évidemment au sentiment de tirer en longueur les faits, les éléments, etc. Et là, c'est vrai que depuis mon retour au Luxembourg, je fractionne ma lecture comme au quotidien, hein, comme à chaque fois quand on travaille. Je ne peux plus lire 200 à 300 pages par jour allongées sur mon transat, bien évidemment, ce n'est plus faisable. Et là, je commence déjà dans l'histoire au passé que j'avais commencé... oui, je l'avais commencé en Tanzanie. Je commence à sentir un petit peu d'essoufflement de la narration, de l'intrigue et de mon intérêt. Donc voilà, écoutez, à voir. De toute manière, je vous tiendrai bien évidemment au courant de ma suite de lecture. Je suis à la page 316 sur 916, voilà, voilà, il me reste 600 pages tout pile à lire, donc j'ai pas des masses avancées, mais j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre. Donc écoutez, comme j'aime à le dire, stay tuned pour savoir la suite de mon avis lecture. Voilà donc pour le livre que je suis en train de lire. Et sinon, dimanche, comme quand nous sommes rentrés à la maison, je n'avais pas nécessairement envie de me plonger dans le Lucinda Riley, parce que nous avions quand même fait 24 heures de trajet, on a dormi que 4 heures pendant tout le trajet, donc je vous avoue qu'en arrivant à la maison, niveau fatigue ça allait, j'avais pas besoin d'aller faire une sieste, j'avais pas besoin d'aller dormir, mais en revanche, j'avais pas trop envie de me plonger dans un roman. D'autant plus que, bien que Lucinda Riley ce soit hyper agréable à lire, les chapitres sont quand même relativement longs, la narration est quand même relativement lente, et donc du coup, je savais très bien que dimanche, si je lisais ce livre, j'allais m'endormir. Et j'avais pas nécessairement envie de m'endormir parce que le lendemain, je travaillais et j'avais envie de pouvoir passer une nuit complète et bien reposante. Donc, j'ai décidé de sortir un roman graphique de ma palle. Une BD roman graphique, j'avoue, je suis un petit peu naze au niveau de ce vocabulaire.
mais il me semble que c'est un roman graphique. Ça fait partie de la saga de Avatar, le dernier maître de l'air. Là j'ai sorti le 5e tome nord et sud, et je l'ai du coup lu dimanche, parce que voilà, comme c'est une BD, il y a de l'action, il y a du mouvement, c'est un univers que j'aime énormément, et donc je savais très bien que ça n'allait pas m'endormir, et ça a été un excellent choix parce que je l'ai lu, je l'ai dévoré, et effectivement je ne me suis pas endormie. Donc de quoi parle ce livre? Alors ça fait partie de l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais pas si vous connaissez cet univers, mais en fait de base c'est alors moi j'appelle ça un manga, mais c'est un comics / dessin animé en 3 saisons, où on va suivre Aang, qui est donc un maître de l'air, mais qui est également l'avatar. Et l'avatar, en fait, on est dans un monde où il y a des personnes qui peuvent maîtriser les éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, et il y a un seul être qui peut maîtriser les 4. C'est l'avatar, et c'est celui qui est censé maintenir l'harmonie dans le monde. Sauf que un jour, la nation du feu, l'avatar a disparu. Voilà, Aang a disparu, et la nation du feu a profité en fait de la disparition de l'avatar qui était censé maintenir l'union des 4 nations, pour attaquer les autres et déclencher une guerre. Et donc la série, ça va être en fait, on va suivre Aang, qui est réapparu. Voilà, je vous dis pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a disparu, réapparu, etc. Mais bon, pendant 100 ans, il n'y a pas eu d'avatar. Donc la guerre s'est bien installée dans le monde, et lui, Aang, quand il est de retour, il doit faire en sorte d'arrêter cette guerre, et il a notamment pas énormément beaucoup de temps, parce qu'il va y avoir une comète qui va passer au-dessus du monde. Et cette comète, en fait, donne énormément de pouvoir au maître du feu, et c'est comme ça qu'en fait la guerre a commencé. C'est au passage de cette comète, la nation du feu en a profité pour tuer tous les maîtres de l'air. Donc c'est pour ça Avatar, le dernier maître de l'air, parce que c'est le dernier représentant de son clan, voilà, de son peuple. Et donc il a que quelques mois en fait pour défaire le Seigneur du Feu, pour l'arrêter, et pour remettre la paix dans le monde. Voilà, pour cela il va être accompagné de différentes personnes. On va avoir Katara qui est une maître de l'eau, Sokka qui est un guerrier, c'est le frère de Katara. On a également Toph qui est un maître de la terre, et on a également Zuko qui est un maître du feu. Mais lui en fait au début il commence à être un ennemi, et puis en fait ça devient un ami de l'avatar, voilà. Je vais pas vous parler de toute la série, etc. parce que déjà ça prendrait énormément de temps, mais sachez que c'est une série qui est incroyable, c'est ma série préférée au niveau, c'est un dessin animé quoi, mais je trouve qu'au niveau des thématiques, au niveau de l'humour, au niveau de tout, ça fait partie de mes séries préférées, au même titre que Friends, Big Bang Theory, etc. Voilà, c'est vraiment une série que je regarde tous les ans. C'est une série qui me passionne. Je trouve que c'est de base pour des enfants, mais ça aborde des thématiques hyper fortes, comme le génocide notamment. C'est hyper intéressant. Bref, je vous la conseille. Et donc cette série prend fin après 3 saisons. Et Nickelodeon a sorti des romans graphiques pour continuer en fait la saga, pour le plus grand plaisir des fans comme moi. Et donc les romans graphiques, c'est la suite en fait de la team Avatar, donc constituée de ces personnages que je viens de vous présenter. Et donc ici nous sommes dans le tome 5, où Katara et Sokka reviennent dans leur tribu du pôle sud, parce que donc eux ils sont originaires du pôle sud, et ils ont quitté leur village pour aider l'Avatar dans sa quête contre la Nation du Feu, et depuis en fait ils ne sont pas retournés dans leur village. Donc là ils en profitent, la guerre est terminée, bon c'est pas un spoil, bien évidemment je vous ai spoilé un petit peu la série, mais vous vous doutez bien qu'il y a une issue positive à cette série, vu qu'il y a une suite de romans graphiques où on retrouve les personnages principaux de la team gentille, donc voilà, donc c'est pas un spoil. Et donc à la fin de la guerre, ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de retourner dans leur tribu d'origine, et donc là ils en profitent, le calme est un petit peu revenu, ils ont vécu plein d'aventures, mais ils ont le temps là de retourner chez eux. Sauf que quand ils arrivent dans leur village, ils remarquent qu'en fait il n'y a plus rien d'authentique. Le village a vachement évolué, étant donné que la paix est revenue dans le monde, il y a la tribu du pôle Nord qui est venue aider au développement de la tribu du pôle Sud, et en fait quand ils arrivent là, ils ne retrouvent
plus vraiment l'authenticité de leur tribu. Leur père, qui était déjà le chef, est devenu le grand chef. Il a plein de projets pour développer l'économie et développer le pôle sud, tout simplement. Et donc on va avoir un petit peu cette thématique de développement suite à la guerre, développement qui est véritablement bénéfique pour l'économie, etc. et la vie du pôle sud, contre en opposition en fait aux personnes qui voient d'un mauvais œil que des personnes viennent leur dire comment devenir civilisés, les aident dans ce développement et contribuent en fait à la perte d'authenticité et de l'histoire un petit peu de la tribu d'origine. Voilà, donc on va avoir deux camps qui s'opposent, notamment entre Sokka et Katara. Sokka qui va être plus pour le développement et l'avancée et le futur en fait de la tribu, et Katara qui est un petit peu plus conservatrice, qui s'interroge, est-ce qu'on fait bien en fait de demander de l'aide comme ça à des nations qui nous ont laissé tomber et qui finalement viennent juste pour changer nos habitudes, notre manière de vivre, notre civilisation, etc. Encore une fois, on retrouve dans ce tome ce qu'on retrouvait déjà dans la série, donc c'est des thématiques fortes, des questions de société qui sont mis un petit peu en opposition pour voilà, faire passer un message. Donc ça, je trouve ça très très chouette. La seule chose, c'est que je trouve que le message ici a été un petit peu survolé. Je trouve qu'il n'a pas été développé assez en profondeur. C'est un peu dommage parce que la thématique, je la trouve hyper intéressante. On l'avait déjà évoqué dans le désaccord, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, dans le désaccord, qui est du coup le tome 3. Il y avait aussi un petit peu cette... comment dire Je pense que c'était dans celui-là. Attendez, je regarde. J'ai un doute maintenant, mais je pense que c'était dans le désaccord. Ouais, c'est ça. Où on avait un petit peu aussi cette question d'évolution entre l'ancien temps et le nouveau temps, le temps avant la guerre et pendant la guerre, et l'évolution en fait tout simplement de la société une fois que la guerre est terminée. Donc on avait déjà cette thématique qui était abordée là-dedans. Donc c'était intéressant. Donc ici c'est un petit peu la suite entre guillemets de la thématique, mais sous une autre forme. Dans le désaccord, c'était plutôt au niveau de tout ce qui était industriel, l'évolution industrielle quoi. Ici, on est vraiment au niveau plutôt de la société, d'un peuple, des traditions, des coutumes et de l'économie. Voilà, donc c'est la même thématique générale, mais dans des sous-branches différentes. Et bien que ça soit déjà vu dans un des tomes, je trouve que pour ici, ça n'a pas été plus loin que ce qui avait déjà été dit. Et ça n'a pas été plus loin dans la thématique pour vraiment aller au cœur des choses et vraiment donner, on va dire, une conclusion satisfaisante à cette histoire. Grosso modo, ici, en fait, il va y avoir un peu aussi une histoire d'amour qui va entrer en jeu. Et en gros, c'est dire que, bah oui, il est contre le projet parce qu'en fait, il est amoureux de la nana qui était venue de base coloniser... le pôle sud, et puis ensuite finalement elle s'est rendue compte par amour que c'était mal ce qu'elle faisait, et donc du coup elle veut que l'économie se fasse plus doucement, patati patata, enfin bref, il y a vraiment une prise de conscience en fait que la colonisation, ou que les aspects très négatifs de quand une société plus évoluée vient aider une société moins évoluée, il y a vraiment cette prise de conscience de « oh là là, c'est mal parce que je suis amoureux ». Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu soupolé, j'ai trouvé ça un petit peu... voilà. Et en fait, ça creuse pas plus loin que cette histoire d'amour. Et ça creuse pas plus loin non plus que... je comprends tes arguments, mais j'en ai des différents. Et donc, on va pas se disputer parce qu'on est frères et sœurs. Et donc, restons-en là. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'approfondissement. Il n'y a pas vraiment de réponse, je trouve, satisfaisante au niveau de ce dilemme, ou en tout cas, bon, c'est un débat qui pourrait être encore de nos jours actuel, et je pense qu'on n'arrivera jamais à mettre un point final à ce genre de débat, mais j'aurais quand même bien aimé que ça soit un petit peu plus creusé en profondeur, et que en fait les questions du début du roman ne sont pas nécessairement répondues à la fin, quoi. Il y a toujours un truc qui flotte, il y a toujours un mystère, il y a plein de questions qui n'ont pas été résolues, et donc du coup ça ne donne pas, je trouve, un final, une conclusion satisfaisante à l'histoire.
Voilà, en fait, en une phrase un petit peu le long blabla que je viens de dire. Et en plus également, au niveau de ce roman graphique, j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai l'impression que les personnes qui l'ont écrite ne connaissaient pas du tout la saga. Et ça m'a fortement dérangée, parce que là, on a Katara et Sokka qui retournent au pôle sud, donc ils revoient leur grand-mère, qu'ils appellent dans la série Mabooba. Ils l'appellent tout le temps Mabooba, ils l'appellent jamais grand-mère, et là, comme par hasard, ils la voient et c'est grand-mère. Grand-mère par-ci, grand-mère par-là, grand-mère, machin, bidule chouette. Ça, j'ai trouvé ça hyper déroutant. Pareil, sa grand-mère refait sa vie avec un maître de l'eau du pôle Nord, mais ça, ils le savent déjà dans la série. Voilà, vu que Maître Pacou leur annonce qu'il a demandé la grand-mère en mariage et que voilà. Là, ils découvrent qu'en fait, ils se sont mariés. Sauf qu'en fait, ils étaient déjà au courant dans la série. Donc, pareil, j'étais là, mais en fait, comment tu peux être au courant Enfin, comment tu peux être surpris de quelque chose dont tu es censé déjà être au courant? Et pareil, la relation entre Katara et Sokka et leur père est vachement différente que dans la série. Déjà, il appelle père, ils vous voient aussi leur père dans ce roman graphique, alors que dans la série, il l'appelle papa et il le tutoie. Donc voilà, il y avait quand même un certain décalage à certains niveaux, ce qui m'a vachement dérangée étant donné que je suis une fan de la première heure de la série, donc ça me dérange énormément qu'il y ait ces changements, je les trouve pas du tout naturels, je trouve qu'il n'y a pas du tout de cohérence du coup entre la série et cette suite. Et en plus, voilà, j'ai été également déçue par la conclusion en fait de ce problème de société, etc., qui n'a pas été assez approfondi à mon goût. Après, bien évidemment, il y a quand même des points positifs à la lecture de ce roman graphique parce que je retrouve un univers que j'aime énormément. Je vous l'ai dit, c'est une série que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes séries préférées, je la regarde tous les ans. Je suis une fan véritablement plus de cette série. Pour vous dire, je connais tous les noms d'épisodes par cœur. Tu vas me donner une phrase ou une citation ou un moment où tu dis dans quel épisode il se passe ça. Je vais pouvoir te dire l'épisode, la saison, le nom de l'épisode, etc. Enfin, je suis vraiment une fan hardcore de cet univers. Et donc, forcément, retrouver les personnages, retrouver l'humour et retrouver la dynamique de l'équipe de l'Avatar, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, il y a quand même du positif, mais ce positif joue un petit peu plus sur ma nostalgie et mon côté fangirl plutôt que sur la satisfaction véritablement littéraire de ce livre. Au niveau des graphiques, on reste sur le même que les 4 premiers. Voilà, c'est des dessins qui font bien écho aux dessins de la série. Je les trouve beaucoup moins beaux, bien évidemment, que les dessins de la série, mais c'est tout à fait satisfaisant. Les costumes sont magnifiques, les paysages sont magnifiques. Voilà, ça fait bien écho à l'univers de la série, donc je ne vais pas... je vais pas m'étaler là-dessus, je vais pas m'en plaindre parce que j'ai pas vraiment quelque chose à dire. Et écoutez, il est noté à la fin que c'est à suivre. Hop, attendez. Oui, la fin aussi, j'ai pas très bien compris, l'espèce de repas chez la grand-mère, enfin bref. Bref. La conclusion n'est pas terrible, hein, vous l'aurez compris à ce roman graphique. Mais à la fin, il est noté à suivre. Donc j'espère que dans le 6e et dernier tome, parce qu'il n'y a que 6 tomes, enfin, il y en a 8 en tout, mais il y a un tome, c'est censé combler des questions ou des histoires de la série, et l'autre tome, c'est un peu un tome hors série qui est aussi des histoires un petit peu à côté. Mais les romans graphiques, en fait, il n'y a que 6 tomes. Donc là, j'ai le 6e tome dans ma palle, qui est donc le dernier. Et j'espère du coup que ce dernier va répondre aux questions, ou en tout cas mettre un point final totalement satisfaisant à l'histoire. Et j'espère que du coup, la thématique qui est abordée ici va continuer dans le prochain tome. Et là où je suis déçue par rapport à la gestion je vous l'ai expliqué, de la conclusion, va trouver en fait satisfaction dans le 6e tome. J'espère vraiment que ce dernier tome sera trop bien et va pallier le fait que j'ai été un petit peu déçue par celui-ci et que c'est parce que je n'ai pas directement enchaîné avec le 6e tome que j'ai du coup été déçue par celui-ci. Voilà donc pour ce long blabla livresque. Et décidément, on retourne en fanfare. Et dites-moi, je filme déjà depuis plus de 30 minutes. C'est dire que ça m'avait manqué de vous retrouver en vlog pour vous parler de mes blabla livresques, hein, n'est-ce pas? J'ai également
d'autres choses à vous dire, notamment au niveau de mes livres audio, mais je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai dans la semaine spécialement pour vous parler de mes livres audio. Ça donnera sans doute un meilleur dynamisme à ma vidéo, ça fera des petites coupures, ça vous fera du bien. Et écoutez, moi je vais aller reposer ma voix et je vais aller courir également parce que retour de vacances, reprise du sport également, et il faut que je m'y mette parce que mine de rien, j'ai un marathon à préparer, donc voilà, il faut que j'aille m'entraîner. Et écoutez, c'est là-dessus que je vous dis donc à plus tard. Nous sommes dimanche et je viens comme convenu vous faire un petit point sur les livres audio que je suis en train d'écouter. Alors, c'est clair que je ne suis pas très à jour à ce point de vue-là, parce que je vous parle vraiment par-ci par-là de mes livres audio, je vous tiens pas du tout informé, tout simplement parce qu'en fait, comme je n'ai pas les livres, enfin pour la plupart, je ne les ai pas physiquement chez moi, je les ai pas physiquement en main, et c'est vrai que quand je prends la caméra, en fait, j'oublie totalement de vous en parler. Donc, je vais vous faire un petit récap. J'ai présentement 3 livres audio en cours. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, bien que je ne l'ai pas encore terminé. C'est le livre que j'écoute pendant mes petites séances de running, donc Vendetta de R.J. Ellory. Donc pour rappel du résumé, parce que ça fait quand même un bail que je vous en ai plus parlé, en fait on va suivre Ray Hartman, qui est un flic qui habite à New York, qui va un jour être appelé en Louisiane, oui c'est ça, en Nouvelle-Orléans, parce qu'en fait il y a eu la fille du gouverneur de Louisiane qui a été enlevée, et son ravisseur a posé des conditions à la police. Il les a appelés en disant je veux bien vous donner des informations sur où est localisée la fille du gouverneur de Louisiane, mais à une seule condition, je veux expliquer l'histoire de ma vie à Ray Hartman. Et donc du coup le FBI, la police de Nouvelle-Orléans, etc. Fait venir ce fameux Ray Hartman en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, pour que Ernesto Pérez, donc le ravisseur, puisse expliquer un petit peu l'histoire de sa vie pour, in fine, donner des informations sur où est planquée la fille du gouverneur, est-ce qu'elle est toujours en vie, etc. Et donc, cet Ernesto Pérez va narrer un petit peu toute sa vie, et on va apprendre qu'en réalité il a travaillé pour la mafia américaine, et on va suivre ainsi pendant plusieurs années un peu une fresque historique de l'histoire de la mafia américaine, en suivant donc cet Ernesto qui va nous expliquer comment ça se passe, les différents contrats, comment est-ce qu'il est rentré dans cette mafia, qu'est-ce qu'il a dû faire, les différentes magouilles politiques, voilà, etc., qui s'est déroulé tout au long de sa vie. C'est quand même un assez gros livre. En audio, il est à 22 heures d'écoute, plus de 22 heures d'écoute, et en papier, c'est un livre qui fait 763 pages, et moi, j'en suis à la page 539, voilà, je l'ai bientôt terminé. J'ai noté, il me reste 3 heures d'écoute, donc sur 22 en vitesse 2.2, parce que je l'écoute assez vite. Parce qu'en fait, c'est quand même une narration assez lente, hein. Clairement, R.J. Ellory, il a quand même ce talent, en fait, de faire des intrigues qui sont extrêmement approfondies,
mais pas comme moi je l'aime bien. En fait, R.J. et Laurie va véritablement parler du passé de ces personnages en profondeur, en long, en large, en travers. Par exemple, on va suivre donc au tout début, donc la police enquête sur la disparition donc, de la fille du gouverneur. Le garde du corps de celle-ci a été retrouvé assassiné. Il y a un flic qui va enquêter sur l'assassinat de ce garde du corps. Il va aller voir le médecin légiste et R.J. et Laurie va nous expliquer l'histoire de ce médecin légiste avec sa mère qui est décédée, patati patata. Il va nous expliquer l'histoire de ce flic avec patati patata, les différentes personnes qui composent sa famille, ses rencontres, etc. Puis on va suivre Ernesto Pérez qui travaille dans la mafia et il va véritablement partir dans des digressions de plusieurs façons, explication des différents personnages, leurs liens, leur histoire. Voilà, il part dans une narration véritablement tirée en longueur, qui pose certes bien le contexte, qui pose certes bien les bases du développement psychologique des personnages, de leur histoire, de leur psychologie, etc. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, n'aime pas justement ces digressions et cette narration extrêmement tirée en longueur, extrêmement lente, etc., c'est un petit peu complicado. Donc c'est un petit peu pour ça que je l'avais sorti en audio. En plus, Sophie, ma copine de book club, donc les épilogues de Saw, l'avait écouté en audio, elle avait adoré. C'est clair que c'est un livre qui, je pense, je l'aurais peut-être abandonné si je l'avais lu en physique. En audio, on va dire que ça passe, mais je commence véritablement à me lasser. C'est clair que, bon, là, j'ai recommencé un programme de running du début, donc du coup, je n'ai pas des longues sorties. Je vais avoir un run de 10 km à faire la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est des petits runs de 1,5 km, 2 km, 3 km, voire maximum 5 km. J'ai pas des grosses séances en fait du coup de sport à faire en 10 minutes voire maximum une demi-heure, c'est bouclé. Et donc du coup j'ai vraiment l'impression en ce moment de ne pas trop avancer dans ce récit parce que je l'écoute seulement que voilà 10 minutes, un quart d'heure, etc. Et je commence un petit peu à me lasser parce que bien qu'on évolue dans le temps, bien qu'on suit l'histoire de ce gars, ça reste quand même toujours un gars qui travaille pour la mafia. Les contrats sont toujours un peu les mêmes. C'est juste exécuté pour des personnes différentes ou sur des personnes différentes ou par des moyens différents. Mais in fine, c'est toujours un gars qui travaille pour la mafia, qui doit aller faire peur à quelqu'un, qui doit aller tuer une autre personne, qui doit régler des problèmes. Enfin, bref, ça reste toujours un petit peu la même chose. Et j'avoue que je commence un petit peu à me lasser et j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte d'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire par rapport à l'enlèvement de la fille du gouverneur. Pourquoi est-ce qu'elle a été réellement enlevée? Est-ce qu'elle est en vie ou est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'on va la retrouver vivante? Est-ce qu'on va la retrouver morte? Pourquoi Ernesto Pérez a décidé de l'enlever et pourquoi est-ce qu'il raconte l'histoire de sa vie? Voilà, j'ai envie d'avoir véritablement le point final de cette histoire. Et voilà, je trouve que oui, ce livre a des points positifs. Pour quelqu'un qui aime les narrations lentes, qui aime bien les narrations qui sont extrêmement poussées en détail, vraiment en explication extrêmement longue, qui vraiment immerge à 100% le lecteur, et également pour des personnes qui aiment les histoires de mafia aux États-Unis. Moi, c'est pas trop mon cas. Je dirais pas que j'aime pas, mais ça m'intéresse pas trop. Donc forcément de suivre comme ça un petit peu cette fresque historique de la mafia américaine, ça commence un petit peu à me lasser, donc voilà. C'est quand même bien écrit, les personnages sont quand même intéressants, mais moi personnellement je commence un petit peu à me lasser. Donc écoutez, j'ai hâte d'avoir mes entraînements de running qui commencent à devenir de plus en plus longs pour pouvoir l'écouter un petit peu plus longtemps, pour pouvoir le terminer assez rapidement. Donc il me reste 3 heures. Et j'ai hâte qu'elle passe. Clairement, j'ai hâte de terminer ce bouquin. Sinon, fin septembre, je vous l'avais dit dans l'un de mes précédents vlogs, je suis allée voir une de mes copines en Belgique. J'ai pris la voiture pour l'occasion parce que j'avais clairement la flemme d'aller en train parce que ça te triple le temps de trajet par rapport à la voiture. Et j'avais pas envie d'écouter le R.J. et Laurie j'avais plus ou moins 3 heures de voiture, mais j'avais pas envie d'écouter donc Vendetta parce que j'avais envie d'un roman qui allait un peu plus happer mon attention et véritablement me faire un peu oublier la route que je suis en train de faire. Et j'ai décidé alors
pas sortir un livre de ma palle parce que ce livre-là, je ne l'ai pas en physique. Mais j'ai décidé d'écouter un livre dont on a énormément entendu parler l'année dernière, il me semble, sur les réseaux sociaux. C'est principalement Flow & Book, ces petites lectrices qui en ont parlé pendant des semaines et des semaines, j'ai l'impression, dans leurs vidéos. C'est Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Je vous mettrai la miniature juste ici pour que vous puissiez voir donc du coup la couverture. J'avais regardé en fait tout simplement dans Audible qu'est-ce que je pouvais écouter, principalement en thriller, polar, policier, etc. Et Miséricorde était un peu mis en avant sur Audible et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'en ai beaucoup entendu parler, pourquoi ne pas découvrir également moi-même la plume de cet auteur, les histoires qu'il peut proposer. Donc je me suis dit bah voilà autant partir là-dessus. En plus c'est un roman donc qui se passe au Danemark, c'est un roman donc du coup un polar nordique, un thriller nordique. Donc la narration va quand même être assez lente. C'est pas quelque chose que j'aime d'ordinaire, mais je me suis dit pour un long trajet en voiture, ça pourrait peut-être correspondre à mon mood parce que j'ai pas envie d'avoir une narration trop rapide ou un livre qui va véritablement me tenir en haleine et que je sois crispée comme ça sur le volant. Donc pourquoi pas prendre une narration un petit peu plus lente qui va peut-être poser un petit peu plus le cadre de son enquête pour que je puisse passer un bon moment sans être trop crispée mais sans trop m'ennuyer non plus. Donc j'ai fortement croisé les doigts pour que Miséricorde corresponde à ce que j'attendais de ce livre et je peux vous dire que oui, moi qui ne suis pas très fan des romans nordiques d'ordinaire, là j'avoue que pour mon trajet de voiture ça a véritablement fait le taf. Mais avant de vous donner un petit peu mon avis intermédiaire, parce que j'ai écouté... Alors, il me reste 5h32 à lire, enfin à écouter, sur 14h35. Donc j'ai écouté plus ou moins 9 heures, on va dire ça comme ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est 9 heures, oui. Et je l'écoute, j'oscille entre la vitesse 1.7 et vitesse 2. Donc sur l'autoroute j'écoute en 2, mais dès que j'ai des petites rues, etc. à faire, dès que je suis dans la ville, j'avais baissé en vitesse 1.7. Voilà, donc j'ai écouté quand même une bonne partie du bouquin sur le trajet. Et du coup, de quoi ça parle Miséricorde de Jussi Adler-Olsen? Eh bien, on va suivre Karl Mork, qui est en fait un policier un petit peu à la ramasse, qui a un sale caractère. Et en fait, malheureusement, il a eu une mauvaise expérience lors de sa dernière enquête. Il a été grièvement blessé, l'un de ses coéquipiers est à l'hôpital et un autre est décédé. Et donc voilà, il est un peu traumatisé par tout ça, ce qui du coup rajoute à son sale caractère et à son côté donc du coup flic à la ramasse. Et sa hiérarchie va un petit peu le mettre au placard en le mettant à la tête d'un nouveau département appelé le département V, qui est censé s'occuper d'anciennes enquêtes qui n'ont jamais été résolues. Et donc voilà, sa hiérarchie se débarrasse un petit peu de lui en le mettant donc à la tête de ce nouveau département. Et Karl décide un petit peu de se la couler douce, voilà, de travailler polé, comme on dit en Tanzanie, donc doucement, vraiment de se la couler douce et d'un peu profiter du système, hein, voilà, qu'il a mis complètement au placard. Il va demander également d'avoir un assistant pour l'aider qui va lui servir de chauffeur, de femme de ménage, etc. Enfin voilà, il va demander quelqu'un qui sera un petit peu l'homme à tout faire, qui permettra qu'il se la coule encore plus douce lors de ses horaires de travail. Et donc cet homme à tout faire, c'est Assad, qui est un réfugié syrien, qui va faire son job, hein, chauffeur, homme de ménage, homme à tout faire, etc. Et puis il va quand même se pencher un petit peu sur les différents classeurs d'affaires non résolus qui sont placés sur le bureau de Karl, et il va mettre en fait sous le nez de Karl une enquête non résolue datée d'il y a 5 ans qui lui parle énormément parce qu'il en a énormément entendu parler dans les journaux, etc. Enfin bref, et Karl va du coup s'intéresser également à cette enquête et tous les deux ils vont du coup collaborer pour essayer de lever le voile sur le mystère non résolu d'une jeune femme qui a disparu il y a 5 ans. Et cette femme, c'était pas n'importe qui, c'était Merete... Comment elle s'appelle encore?
Lingard. Je pense que c'est ça, Merete Lingard, qui était en fait la vice-présidente du Parti démocrate danois, qui était également un petit peu la coqueluche politique à l'époque, et c'était un petit peu également le nouvel espoir, enfin pas le nouvel espoir, mais un petit peu la personne qui avait le vent en poupe, quoi, au niveau de la politique danoise à cette époque, et donc c'était quelqu'un qui était extrêmement médiatisé, etc. Et du jour au lendemain, elle a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps, on n'a jamais retrouvé sa trace. Et donc, Karl et Assad, donc son assistant, hein, vont enquêter là-dessus et essayer de découvrir ce qui est arrivé à Merete. Et nous, en parallèle, donc c'est un roman à double narration, on va suivre Merete Lingard et on va nous apprendre ce qui lui est arrivé. Voilà, en parallèle, on va découvrir qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre femme. Donc nous, on a beaucoup plus d'informations que la police et c'est hyper intéressant, je trouve, en fait, d'avoir cette double narration où nous, on connaît ce qui s'est passé, on est informé, bien qu'on reste quand même dans un certain mystère, hein, tout le voile n'est pas levé pour nous, mais on en sait quand même un petit peu plus que la police, et donc voilà, on voit avec les informations que nous on a, comment la police, elle avance, et voilà, on a cette double narration qui est extrêmement intéressante. Là où j'en suis, donc je vous l'ai dit, il me reste 5h32 à lire, donc j'ai lu plus ou moins 9h. Je trouve que franchement c'est un livre assez agréable. Alors ça ne révolutionne pas du tout le genre, hein. On retrouve quand même des codes assez classiques du policier polar thriller, on a ce flic qui est complètement à la ramasse, c'est une saga aussi, ça j'ai oublié de le dire, donc du coup on a véritablement les personnages qui sont, on pose les bases en fait de la saga en présentant les personnages, en parlant de leur début, etc. Donc on est véritablement dans un premier tome classique, également dans une enquête classique qui ne révolutionne pas le genre, mais franchement qui est assez agréable à écouter. En tout cas, moi j'ai rapidement été happée par cette histoire. On sent que le suspense arrive peu à peu. C'est vrai qu'au début j'étais un peu là, bon, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis au plus j'arrivais chez ma copine, au plus j'avançais sur ma route, au plus je commençais véritablement à sentir le suspense s'ancrer en moi, avoir des questions qui immergent dans mon esprit, et je me sentais de plus en plus happée par cette histoire. Alors oui, on est dans une narration qui est extrêmement lente, le suspense s'installe très lentement, mais c'est une narration qui développe le contexte, qui développe les personnages, qui explique un peu la base au niveau des personnages principaux et également la base au niveau de Merete Lingard, qui est cette personne qui va disparaître et dont on va suivre la vie, l'enquête, etc. pendant toute l'histoire de ce roman. Voilà, j'avoue que je prends pas mal de plaisir, je vais pas mentir. C'est un livre dont j'ai commencé le dernier week-end de septembre et pourtant l'histoire est quand même encore très très fraîche dans ma tête. J'ai véritablement bien apprécié cette lecture, j'ai hâte de le continuer, donc c'est également pour ça que j'ai hâte de terminer Vendetta de R.J. Ellory. C'est pour pouvoir du coup continuer Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il est arrivé ça à Merete Lingard, comment les enquêteurs vont un petit peu décongeler cette enquête de Cold Case, comment est-ce qu'ils vont creuser, trouver ce qui est arrivé à cette femme, alors que ça fait 5 ans que l'enquête est au point mort, comment ils vont sans doute aller interroger des gens, aller un petit peu fouiller dans la merdasse et tout ça, et j'ai véritablement envie de suivre cette enquête, et je suis véritablement curieuse, donc à voir ce que ça va donner. Je sens que ça va pas être un coup de cœur, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même un roman qui n'a pas l'air de révolutionner le genre. Peut-être que je vais être totalement surprise par le dénouement final, etc. hein. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais pour l'instant, je trouve que c'est un roman qui est relativement classique, qui fait le taf, mais qui ne sort pas des cases et qui ne me surprend pas plus que cela. Mais comme je l'ai dit, à voir pour la suite. Voilà donc du coup pour ma deuxième lecture audio. Et la troisième, c'est en lien avec ma lecture papier du moment. Donc comme je vous l'ai présenté dans le précédent rush, je suis en pleine lecture de La sœur disparue de Lucinda Riley. Et c'est long.
Et en fait, j'ai l'impression de ne pas avancer ma lecture papier. Et c'est assez frustrant. Parce que quand je vois le nombre de pages qu'il me reste, quand je vois à quel point je n'ai pas le temps de lire, ou en tout cas, voilà, j'ai repris le travail, c'est ma première semaine après les vacances, voilà, je lis comme je lis dans mon quotidien. C'est clair que le rythme a beaucoup diminué par rapport à mon rythme de lecture des vacances, mais comme ce roman c'est une grosse pavasse, hein, il fait plus de 900 pages, ça me frustre en fait de rester depuis aussi longtemps, d'être depuis aussi longtemps dans cette histoire. J'ai l'impression que ça n'avance pas, la narration au passé, la narration au présent, c'est long, c'est lent. Et du coup, j'ai décidé d'alterner la lecture papier et la lecture audio pour avancer plus vite dans ce livre, pour le terminer le plus rapidement possible, parce que je commence véritablement à me lasser. J'ai quand même bien avancé, faudrait que j'avoue que avant de prendre la caméra, j'ai pas du tout pensé à regarder combien de temps il me restait en audio et où j'en suis en papier. Je pense que je dois être plus ou moins ici. Voilà, j'ai retrouvé. Je suis à la page 740. Voilà, 740 sur 916, je pense. Ouais, c'est ça, sur 916. Donc il me reste 176 pages. Voilà, il me reste ça. Donc on était très loin des 300. Hein, parce que du coup, j'ai écouté quand même 150 pages en audio. Waouh! Oui, en plus, je l'écoute en deux, je pense. La sœur disparue. Écoutez, je ne pensais pas avoir lu autant, avoir écouté autant en faisant mon sport, en faisant mes ongles et en rangeant le dressing, donc je suis relativement surprise. Donc voilà, il me reste environ 170 pages, donc je l'aurai normalement terminé ce soir. Je l'espère en tout cas parce que je commence un peu à me lasser. Vraiment, je vais pas aller plus en détail sur mon avis pour l'instant. Je vais attendre de le terminer pour pouvoir peut-être avoir un avis un petit peu plus construit ou en tout cas un petit peu moins répétitif pour ce vlog. Mais voilà, vraiment, c'est lent, c'est long. J'ai hâte de le terminer, donc voilà. Écoutez, je vais conclure ce rush là-dessus. Je vous reprendrai sans doute demain pour conclure ce vlog, parce que oui, non, je vous reprendrai demain pour conclure ce vlog, vu qu'on sera lundi. Et moi, en attendant, j'espère véritablement avoir terminé La Sœur disparue, parce que j'ai hâte de passer à autre chose. Mais ça, du coup, vous le découvrirez tout de suite, juste après, dans le prochain rush. Je vous dis donc à plus tard. Nous sommes lundi et je viens clôturer cette semaine de reprise de vlog avec un petit update lecture parce que j'ai enfin terminé
La sœur disparue de Lucinda Riley, qui est donc, pour rappel, le 7e tome de la saga des 7 sœurs. Je l'ai terminé et franchement, j'en suis ravie. Je l'ai terminé hier soir, dimanche. C'était une super bonne idée en fait de le passer en audio parce que entre samedi et dimanche j'ai fait pas mal de sport, pas mal de rangement, pas mal de lessive, je me suis fait les ongles, enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs et du coup j'ai pu écouter les 400, 500 pages, je sais plus exactement, qu'il me restait pendant que je faisais voilà toutes mes petites affaires. Et de ce fait, j'ai pu terminer ce bouquin parce que finalement, je n'aurais pas beaucoup lu physiquement ce week-end. Et si je ne l'avais pas passé en audio, je ne l'aurais pas terminé. Je serais encore dedans, j'aurais encore 400, 350 pages, 300 pages à lire. Et franchement, même là, en le terminant en audio, on va pas se mentir, la dernière heure et demie, voire 2 heures, les 2 dernières heures, c'était quand même un petit peu complicado parce que j'en avais vraiment trop marre. Je trouve que ce livre est beaucoup trop long. Moi je suis quelqu'un qui aime les thrillers, qui aime être tenu en haleine, j'aime bien les narrations rapides, j'aime bien quand un thriller est mené tambour battant, donc c'est clair que là d'être plongé dans une saga familiale où on suit des personnes auxquels il arrive des trucs, pas toujours intéressantes, pas toujours intéressants, les trucs qui leur arrivent. C'est clair que niveau narration, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de lire, c'est pas trop ce que j'aime d'ordinaire, mais quand même, quand j'avais lu surtout les 4 premiers tomes de la saga des 7 sœurs, c'était quand même une narration qui m'avait extrêmement plu. J'avais bien aimé suivre les personnages, que ce soit au passé ou au présent, et j'étais vraiment bien dans ces livres. Et c'est clair que depuis au moins le 6e tome, j'ai un peu mon intérêt pour cette saga qui se fatigue. En tout cas, je trouve que les livres sont quand même vachement tirés en longueur. Tous les livres de la saga des 7 sœurs, c'est tous des pavasses. Attendez, je vais vous sortir le premier tome pour comparer. C'est tous des pavasses, mais quand on compare quand même le premier au 7e, on n'est pas sur la même pavassitude, quoi. Voilà. Pour comparer, il y a quand même vachement de pages en plus. Ici, donc, on est à 916, si je dis pas de bêtises, dans le 7e tome. Dans le premier, on est à 650. Voilà, donc il y a quand même un bon 250, voire 300 pages de plus. Et clairement, ça se ressent parce que je trouve que ce livre aurait été beaucoup mieux si jamais il y avait eu justement ces 250 voire 300 pages de moins. Ça aurait été peut-être un petit peu plus straight to the point, ou en tout cas on aurait eu, moi personnellement j'aurais eu moins cette sensation que et l'histoire au présent et l'histoire au passé sont tirées en longueur. L'histoire au présent, finalement, j'ai bien aimé. J'avais un peu peur parce que logiquement dans les Lucinda Riley, j'accroche beaucoup plus avec les histoires au passé que les histoires au présent. Mais là finalement j'ai bien aimé cette espèce de traque pour trouver la sœur disparue. Je trouvais que ça changeait totalement de ce que Lucinda Riley avait proposé dans ses 6 premiers tomes. C'était vraiment une narration complètement différente, c'était une construction également de ses personnages, du rythme de l'intrigue, etc. C'était totalement différent, donc ça c'était chouette d'avoir un certain renouvellement. J'ai bien aimé également cette partie au présent parce que je m'attendais pas du tout en fait à la fin, je m'attendais pas à toutes ces révélations en fait qu'elle nous donne à la fin du roman. J'ai totalement été satisfaite par ces révélations. Je trouve que ça change également de ce qu'elle a fait dans ses 6 premiers tomes. Donc là, c'est vraiment cool de voir un petit peu un vent de fraîcheur dans cette saga qui dure depuis quand même relativement longtemps. Alors, bien évidemment, j'ai trouvé les personnages un peu trop dégoulinants de bienveillance. Parfois, les planètes sont un peu trop bien alignées pour l'enchaînement des différents rebondissements ou des différents événements. Les personnes, en général, dégoulinent de gentillesse, de bienveillance, de toute honte positive. On est vraiment dans le monde des bisounours, etc. Donc ça a un côté un petit peu casse-pied, un petit peu genre « Oh, really, girl ?» ça me fait lever un petit peu les yeux au ciel. Mais voilà, à part ça, franchement, j'ai été relativement satisfaite de cette partie au présent, juste qu'elle est bien évidemment tirée en longueur.
En revanche, la partie au passé, je vois pas du tout l'intérêt. Déjà depuis le 6e tome, donc ce tome-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente où je vous fais un petit bilan de mes lectures de vacances. Je trouve qu'en fait, aussi bien dans le tome 6 que dans le tome 7, les parties au passé n'ont pas vraiment d'intérêt. Parce que autant dans les premiers tomes, à chaque fois il y avait une thématique entre guillemets qui était abordée. Donc par exemple dans le premier tome on était plongé dans le monde de l'art et de la sculpture dans les années 20-30 à Paris. Dans le deuxième on était plongé dans le monde de la musique et de l'opéra en Norvège. Dans le troisième on était plongé dans le monde de la littérature en Angleterre. Dans le quatrième c'était la culture perlière en Australie. Et en fait, le fait d'être plongé comme ça dans un univers très particulier, c'est hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses, c'est un petit peu historique. Alors oui, on va suivre des femmes qui ont tout le temps des destins tragiques, c'est toujours un petit peu le même schéma, mais il y a toujours ce côté vraiment culturel là derrière qui apporte pas mal d'éléments intéressants à la narration du passé, également dans le 5e tome, hein, que j'ai un peu moins aimé, mais voilà, là on était plongé en Espagne dans le monde de la danse et on était plongé dans la culture gitane, donc là aussi c'était extrêmement intéressant, bien que je n'ai pas aimé, mais c'était quand même intéressant, on apprenait plein de choses, on était en plus aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, donc avec Franco qui a dominé, enfin qui a... Oui, dominé l'Espagne, ou en tout cas qui a dirigé l'Espagne, et dont pas mal de personnes, du coup, ont dû fuir. Donc voilà, il y avait vraiment un contexte historique riche dans les 5 premiers tomes, et dans le 6e et également dans ce 7e, je trouve qu'il manque énormément ce contexte historique riche. Alors oui, là, au passé, dans ce tome-ci, on est plongé donc dans l'Irlande qui souhaite avoir son indépendance par rapport aux Britanniques. Donc on va suivre toutes ces guerres, enfin ces luttes entre les Irlandais et les Britanniques qui va aboutir à un premier cessez-le-feu où l'Irlande va être du coup divisée en deux. Puis on va continuer en fait à suivre l'après signature de ce fameux traité entre les Britanniques et les Irlandais pour la République d'Irlande, mais il y a toujours l'Irlande du Nord du coup qui est sous le joug anglais et donc du coup les Irlandais sont pas contents, donc il y a toujours des luttes voilà, qui ont duré jusque dans les années 90 il me semble. Donc il y avait quand même un contexte historique qui était intéressant. Moi qui ne m'intéresse pas trop parce que je suis pas non plus extrêmement fan de cette période historique, mais bon, au moins on apprend des choses et voilà, il y a quand même un contexte historique, mais je trouve qu'il est vachement pas assez exploité et à part expliquer un petit peu l'histoire de l'Irlande, mais alors au vite fait, il n'y a rien d'autre en fait dans l'histoire du passé. On va suivre donc Nuala, il va lui arriver des trucs, bien évidemment, il va se passer des drames, mais après, tout ce qui va s'en suivre, à part de temps en temps parler un petit peu de l'histoire de l'Irlande, mais pas suffisamment pour vraiment apporter un contexte historique extrêmement riche à ce livre. Et donc du coup, ça j'ai trouvé extrêmement dommage, parce que du coup, il y avait ce côté où on se dit bon, on peut peut-être apprendre des choses, patati patata, mais au plus en fait le récit avance, au plus en fait on remarque que les jalons ils sont déjà posés, donc du coup on n'a plus rien à apprendre et on va suivre quelqu'un qui n'est pas nécessairement intéressante, à qui il arrive des choses qui ne sont pas nécessairement intéressantes, donc c'est un petit peu frustrant. Et également en parallèle donc de l'histoire au passé avec Nuala, on va suivre également le passé de la sœur disparue, et là pareil, il n'y a pas du tout de contexte historique, du coup à ce point de vue-là, l'histoire... c'est quelqu'un de pas intéressant à qui il arrive des choses pas trop intéressantes qu'on va suivre dans son quotidien. Et voilà, et en plus de ça, comme le récit fait quand même 914 pages, les 2 histoires au passé sont encore une fois tirées en longueur. Et en fait, il y a vraiment un sentiment de too much une fois que j'ai clôturé ce bouquin. Vraiment, que ce soit au présent ou au passé, ce livre est en fait beaucoup trop long. C'est véritablement dommage parce que c'est un peu con en fait d'avoir ce sentiment d'avoir envie de terminer le bouquin, pas parce qu'on a envie de savoir, enfin si j'avais envie de savoir, voilà, qui était la sœur disparue et pourquoi est-ce que c'était la sœur disparue, quelle était son histoire, etc. J'avais envie de savoir in fine, mais le sentiment qui est passé par-dessus celui de j'ai envie de savoir, c'est putain j'ai envie de terminer ce bouquin quoi. Franchement j'en ai trop marre, j'ai envie de passer à autre chose, vite, et j'ai écouté ce livre, j'ai oscillé entre 2.0 et 2.2 pour le terminer le plus rapidement possible parce que clairement,
C'était long et in fine, j'aurais pu sauter des chapitres sans perdre le fil de l'histoire. Clairement, j'aurais pu passer 250 pages facilement sans me sentir perdue dans l'intrigue, sans rater quelque chose d'important et aller directement à la fin pour connaître voilà, l'identité, le pourquoi du comment, etc. et son histoire. Donc, in fine, voilà un petit peu pour mon avis final sur donc, La sœur disparue de Lucinda Riley. Je suis contente de l'avoir terminé. C'est clair que c'est un tome charnière dans l'histoire des 7 sœurs parce qu'on en apprend plus sur la famille, on en apprend également un petit peu plus sur Passolt et la fin de ce livre c'est clairement un cliffhanger pour qu'on enchaîne avec le 8e et ultime tome de la saga donc qui est dédié à Atlas, c'est-à-dire Passolt, c'est-à-dire le père de famille. C'est clair que ça m'a donné envie d'enchaîner avec le 8e tome, mais pas tout de suite. Clairement là j'ai lu d'affilée le 6 et le 7, je pense que je vais me garder le 8 pour plus tard parce que là, je sens déjà la petite légère indigestion des 7 sœurs. Il faudrait pas non plus abuser des bonnes choses et faire clairement une crise de foi ou une crise de littérature et du coup m'empêtrer, en tout cas m'engager dans un livre encore une fois énormément gros et vraiment voilà m'empêtrer dans cette littérature qui pourrait in fine peut-être me déclencher une panne de lecture, qui sait. Non, j'ai envie de terminer la saga, j'ai envie de lire l'ultime tome des 7 sœurs, mais ce sera clairement pas pour tout de suite. Je pense que je vais me le garder peut-être pour 2026, voilà, laisser passer quelques mois entre celui-ci et le prochain pour, voilà, faire en sorte que mon estomac digère un petit peu tout cela, se répare, guérisse un petit peu de ses traumatismes et puis voilà, enchaîner du coup sur le 8e tome avec des bonnes bases. Voilà donc enfin pour mon avis final sur ce livre. Je suis un peu, voilà, je suis un peu pas déçue mais on sent que c'est un 7e tome quoi et j'ai vraiment l'impression en fait depuis les 2 derniers que peut-être que même Lucinda Riley elle-même avait un petit désintérêt pour sa saga ou en tout cas qu'elle a peut-être eu un petit peu l'aspiration qui s'est essoufflée parce que vraiment depuis là les 2 derniers tomes que j'ai lus je retrouve pas vraiment comment dire, cette lecture hyper agréable, hyper prenante et hyper intéressante et en tout cas je me suis moins sentie, comment dire, j'avais l'impression d'être moins imprégnée par l'intrigue, de rentrer moins dans l'histoire alors que les 4 premiers tomes m'avaient véritablement embarquée, j'avais été, ouais c'est comme si vraiment j'avais fait une plongée dans le bouquin et que j'avais suivi avec les personnages, que j'étais vraiment à l'intérieur du bouquin, j'avais vraiment cette sensation de faire partie de l'histoire. Or là, avec les 2 derniers, j'étais vraiment... j'étais une lectrice qui était détachée véritablement, émotionnellement et physiquement des personnages. C'est un peu dommage, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup, une fois que j'ai eu terminé la lecture audio de ce 7e tome, j'ai directement enchaîné avec un thriller parce que j'avais besoin de ressentir quelque chose, j'avais besoin d'un récit qui m'imprègne, qui me fasse sentir des trucs, qui m'immerge à 100% dans son histoire. J'avais envie de réfléchir, j'avais envie d'être embarquée, j'avais envie voilà, de retrouver ce sentiment d'être une lectrice à 100% embarquée par son intrigue, de ressentir des trucs, etc. Et le meilleur moyen pour moi de faire tout ça, c'est de sortir un thriller de ma palle. Et j'ai donc sorti un thriller d'une pile à lire spéciale. Je pensais vous tourner une vidéo à ce propos. Je vais voir, parce qu'on est vachement... bref, l'événement littéraire, ou en tout cas le challenge littéraire pour lequel j'ai fait ma petite palle, a déjà commencé depuis donc, le 31 octobre, donc depuis, si je ne dis pas de bêtises, du coup vendredi dernier. Nous sommes lundi aujourd'hui, je n'ai pas encore tourné la vidéo et le challenge donc est déjà bien entamé. Nous sommes déjà dans la 2e semaine de ce challenge, donc est-ce que c'est utile de
filmer une vidéo ou pas, je ne sais pas. Mais bref, de quoi je parle du coup, c'est le challenge de Black November, pardon, qui est organisé par Il est bien ce livre, donc Séverine de cette chaîne YouTube et compte Instagram, que je vous invite bien évidemment à suivre si ce n'est pas encore fait, parce que c'est véritablement une... comment dire, moi Séverine, je la suis depuis quelques années déjà, et je trouve que c'est un petit peu la queen, la queen du thriller, la queen du polar, la queen voilà, de tout ce qui est littérature noire. Elle fait toujours des vidéos hyper intéressantes avec des avis toujours hyper clairs, hyper précis, hyper complets. Elle a cette faculté de critiquer les bouquins, je trouve, elle est... Voilà, j'adore la suivre, j'adore l'écouter, parler des bouquins, et en plus c'est véritablement une nana qui, quand vous regardez ses vidéos, vous avez votre wishlist qui s'allonge tout le temps. Vraiment, elle a tellement cet art de bien vendre les bouquins et d'être à 100% honnête sur ses avis, qu'elle a, voilà, elle a véritablement ce don de bien vendre les livres. Et même quand elle n'aime pas un livre, elle en parle tellement bien que parfois, bah, ça te titille quand même un petit peu et tu rajoutes quand même ce livre sur ta wishlist. Voilà, donc en gros pour donc, le compte Il est bien ce livre, et donc Séverine, tous les ans, je pense que ça fait la 9e année qu'elle organise le Black November, donc qui est un mois dédié à la littérature noire, au thriller, et chaque semaine il y a donc une thématique qui est donc assez générale, et il faut piocher du coup dans notre pile à lire des livres qui sont en lien avec cette thématique. Et aujourd'hui, donc nous sommes le 3 novembre, commence la semaine avec la thématique lire un thriller avec le mot enfant dans le titre ou un enfant sur la couverture. Et j'avais dans ma palle un livre avec le mot enfant dans le titre. Il s'agit donc Les enfants du lac de Ivar Léon Menger. Voilà, c'est un allemand, donc je pense que ça se prononce Menger. Voilà, qui est donc du coup le livre que j'ai sorti de ma palle, et que j'ai sorti de ma palle donc dans le but de cocher la case de la 2e semaine du Black November, parce que le Black November a commencé le 31 octobre. Donc pour le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre, il y avait également une thématique, c'était lire un thriller qui fait peur, ou que voilà, je sais plus exactement la thématique, je vous le mettrai ici. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas pu participer à cette première petite semaine, voilà, ces 3 jours de première thématique du Black November, parce que j'étais toujours dans mon Lucinda Riley, hein, et je n'avais pas envie de l'abandonner, j'avais pas envie de le mettre de côté pour lire un livre pour le Black November. Donc bref, j'ai sauté la première semaine du challenge, et je suis directement passée à la seconde, que j'ai commencé du coup un peu plus tôt que prévu, parce que le challenge lire un thriller avec le mot enfant dans le titre commençait aujourd'hui, et moi j'ai commencé ce livre hier soir parce que j'en pouvais tellement plus de ma lecture du Lucinda Riley, que j'avais envie de clôturer le week-end sur une bonne note, et j'ai donc entamé Les enfants du lac. J'en suis à la page 50 tout pile, chapitre, donc j'ai lu les 4 premiers chapitres. Pour le résumer, donc on est en fait, on va suivre Juno, qui est une jeune adolescente de 16 ans qui vit avec son frère Boy, qui lui a 12 ans. Ils vivent en fait sur une île avec leurs 2 parents, mère et père, donc ils les appellent comme ça, mère et père. Et ils vivent seuls. Voilà, on comprend très vite qu'en fait, ils doivent faire véritablement attention à un peu tout. Donc ils vivent sur une île et ils n'ont pas le droit de quitter l'île. Tous les lundis, ils doivent se cacher parce qu'il y a une personne qui vient sur l'île donner des choses à leurs parents, mais ils ne doivent surtout pas savoir que Boy et Juno existent, donc ils doivent se cacher. Il y a comme ça une longue liste de règlements qu'ils doivent respecter, et en fait, on comprend très vite que il s'est passé quelque chose. Voilà, apparemment le père de famille aurait témoigné contre des malfaiteurs, et il ferait partie d'un programme de protection des témoins, et donc ils sont, on comprend, en Norvège, en Suède ou en Finlande, ou en tout cas dans un pays nordique, où ils sont du coup isolés sur cette maison, sur l'île où ils vivent un petit peu en autarcie, où ils ont un potager, tout ça. Le père, on comprend qu'il va de temps en temps en ville acheter des trucs, des médicaments, enfin bref, il va de temps en temps faire des courses en ville, une fois par mois. Il y a ce monsieur qui vient tous les lundis sur l'île. On ne sait pas vraiment
voilà, quoi faire, enfin pourquoi faire, on ne sait pas vraiment pourquoi, pardon, pourquoi faire. Voilà, donc on est dans une ambiance quand même assez mystérieuse, on se pose plein de questions, on se demande, voilà, qu'est-ce que... Voilà, le père, oui, ok, il fait partie d'un programme de protection de témoins, mais alors du coup, pourquoi est-ce que les enfants doivent se cacher? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Enfin voilà, il y a véritablement un mystère assez épais qui plane comme ça au-dessus de cette situation. On n'en sait pas plus. Mais en tout cas là donc on suit principalement la petite la petite Juno. En fait la narration elle est en jeu et donc on suit cette jeune adolescente. Et là Juno commence un petit peu à se rebeller. Voilà, elle obéit un peu pas trop bien à ses parents. Et le fameux monsieur qui vient tous les lundis sur l'île l'a aperçue. Elle a essayé de régler un petit peu la situation à sa manière. On sent, nous, en tant que lecteurs, qu'elle a sans doute fait pire que mieux en voulant régler la situation par elle-même. Et donc, je suppose que tout va péter. Mais dans quel sens? Ça, je ne sais pas. Le mystère plane encore bien. Ça peut aller véritablement dans tous les sens. Ça peut être que le père est véritablement faisant partie d'un programme de protection de témoins. Ça peut aller sur toute autre chose. Peut-être que le père était un criminel du coup qui fouille peut-être la mafia, hein, bien évidemment, parce qu'on comprend que... Il parle un petit peu, on a l'air de comprendre qu'il a fait quelque chose de pas bien avec des mafieux italiens, enfin bref, avec... on sait pas trop, mais donc peut-être que c'était un mafieux qui a fait quelque chose de pas bien, qui a fouillé, et peut-être que le parrain de la mafia veut le retrouver, enfin bref. Voilà, il y a vraiment plein de portes encore ouvertes pour l'instant par rapport à ce récit. Je suis assez intriguée, j'ai envie de savoir... j'ai déjà un petit peu mes suppositions sur voilà, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Qu'est-ce qu'ils font sur l'île, machin, bidule chouette. Mais à voir, écoutez, je me laisse totalement porter. Pour l'instant, ça me fait du bien d'être plongée dans ce livre. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est prenant, les chapitres ne sont pas trop longs, voilà, c'est une dizaine de pages plus ou moins par chapitre. La narration est un peu spéciale parce que oui, on suit du coup les pensées, les réflexions de cette jeune fille. On comprend qu'elle a toujours vécu sur l'île, voilà, elle a jamais été à l'école, elle a jamais sociabilisé avec d'autres humains à part son frère et ses parents. Donc c'est un peu spécial, mais voilà, c'est très bien, c'est assez rapide, enfin pas rapide comme rythme, mais c'est un rythme totalement moins contemplatif, moins descriptif que Lucinda Riley, donc franchement ça me fait vraiment du bien d'être dans ce genre de narration un petit peu moins tiré en longueur, quoi. En plus le roman est assez court, donc je pense que les événements vont s'enchaîner très vite, donc voilà, je suis assez curieuse, pour l'instant j'aime bien, je me laisse porter, et j'ai hâte du coup de voir où cette histoire va me mener. Et voilà, c'est là-dessus que je clôture cette semaine de vlog, cette semaine de reprise de vlog après mes vacances. Écoutez, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour me dire ce que vous pensez également des livres que je vous ai présentés dans ce vlog. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous aussi, vous en avez marre parfois des livres que vous êtes en train de lire et que du coup vous voulez passer en audio pour pouvoir les lire plus rapidement parce que vous n'avez quand même pas envie d'abandonner, mais vous n'avez pas non plus envie de passer des jours et des jours à les lire. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne Un Air Littéraire, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et moi, donc du coup, en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!